Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette émission à destination des agents généraux. Au programme d'AGA TV, l'assurance vie, rémunération, transparence, transférabilité. Certains éléments liés à l'assurance vie sont en ce moment au cœur de l'agenda politique européen, mais aussi français. Nous allons bien sûr parler du potentiel de ce marché pour les agents généraux, mais aussi de son contexte très particulier. Il ne faut pas louper l'intégralité de cette AGA TV. Au programme, je le rappelle, commission, conflit d'intérêts, devoir et qualité de conseil, transparence, transférabilité. Pour vous et toute la profession, pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Quentin Guérino. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes chef du bureau des entreprises et des intermédiaires d'assurance à la Direction générale du Trésor. Merci de nous rejoindre. Pascal Chaplon, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président d'AGA. Merci de votre présence. Et Benjamin Proux. Bonjour Benjamin, vous êtes président adjoint d'AGA. On va d'abord parler du contexte général de l'assurance vie pour les nombreux agents généraux qui nous regardent, un marché majeur. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps les principaux éléments du contexte de ce marché en particulier ? Oui, je crois que c'est important de rappeler, Jean-Luc, effectivement, que c'est un marché extrêmement porteur. Je vais essayer d'être bref dans les chiffres et d'être précis. On a aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on a des Français qui épargnent énormément. On est un pays avec un taux d'épargne très très fort par rapport à nos voisins européens et dans le monde entier. L'année 2022, on a vu notre taux d'épargne passer de 11 à 16%, donc c'est quand même très important, avec des collectes lourdes et aussi importantes sur les livrets A, que vous connaissez très bien, puisqu'on atteint aujourd'hui plus de 500 milliards d'encours. Et une très grosse partie, la collecte record au mois de février dernier sur l'assurance vie, puisque l'assurance vie représente environ 35%, 36% en 2022 de l'épargne des Français. Donc on l'a vu pendant le Covid, en 2020, thésaurisation importante des Français, mais là une accélération encore en 2022. On pensait avoir atteint le pic en 2020 et pourtant ça s'accélère. Alors dans ce marché-là, est-ce qu'il faut s'en satisfaire que le taux d'épargne des Français soit aussi élevé ? Ça serait un autre sujet. Nous, on intervient, réseau agent, et c'est vrai que nos réseaux se développent. On l'a vu depuis 2010, on est passé de 900 agents généraux spécialisés en vie sur 12 000 à aujourd'hui plus de 2000 agents entièrement spécialisés vie, assurance de personnes. Donc c'est un marché extrêmement porteur. Des compagnies à réseau traditionnel se développent et ont des projets aujourd'hui de développement importants. On en parlera tout à l'heure sur le marché de l'assurance vie. Donc pour nous, et aujourd'hui pour nous en tant qu'AGA, c'est vraiment un sujet majeur et qui fait partie justement de nos plans. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans la thématique de cette AGA TV. Le système des rémunérations, les commissions, nuirait au Conseil et serait source de conflit d'intérêts pour les intermédiaires financiers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la position de la commissaire européenne aux services financiers, Mrs McGuinness, qui veut mettre un terme à ce mode de rémunération. Pascal Chaplon, la première question est aussi pour vous. Vous allez évoquer, bien sûr, un peu plus tard, peut-être, la position d'AGA sur cette proposition. Mais avant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les réglementations à venir, en gros, pour tous les agents qui nous regardent ? Merci Jean-Luc déjà de préciser que ce n'est pas votre propos, et que c'est celui de la commissaire McGuinness. Effectivement, une réflexion est ouverte aujourd'hui à l'échelle de l'Europe pour dire qu'il pourrait être un conflit d'intérêts naissant lorsque l'agent général ou le distributeur est rémunéré sur base d'une commission. Bon, ce sont des propos qui sont portés par Mme McGuinness, qui sont partagés aujourd'hui par un certain nombre de personnes dans son équipe. On peut juste rappeler que l'origine de cette réflexion naît dans les pays européens où il n'y a pas d'agents généraux. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nord de l'Europe est essentiellement orienté vers cette distribution directe. Alors, on a deux écoles.
où la proposition de Mme McGuinness n'est absolument pas retenue par les commissaires européens et on referme le livre, où aujourd'hui on considère que la rémunération est à l'origine de conflits d'intérêts, notamment via le dispositif de commission. Cette réflexion est grave pour moi, parce qu'elle va faire la promotion des outils qui sont des outils low cost. On va déshabiller un certain nombre de consommateurs du conseil qu'ils peuvent avoir. On va les éloigner du conseil de qualité que sera celui d'un agent général. On va aujourd'hui les mettre face à des outils numériques qui feront eux-mêmes l'arbitrage et le choix d'orientation de leur épargne. Est-ce que cette réflexion autour de la rémunération et du conflit d'intérêts est sérieuse? Non, elle n'est pas sérieuse. Et aujourd'hui, on a heureusement travaillé avec un certain nombre de pays, et on voit que, à l'heure actuelle, de très nombreux pays s'opposent à ce dispositif parce qu'ils considèrent qu'il y aura une déstabilisation complètement folle du marché de la distribution d'assurance de personnes en Europe. Les pays qui sont en avance sur ce dossier, ce sont les pays où il y a des réseaux d'agents généraux établis et installés. C'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est la France. Et on aura l'occasion d'entendre Quentin tout à l'heure sur la position de la France, ce qui est important. Mais aujourd'hui, attaquer la rémunération via les commissions, c'est une vision minimaliste du sujet. Mais par contre, c'est la réelle installation du conseil low cost et de déshumaniser la relation commerciale qu'on peut avoir avec un de nos clients. Et on verra tout à l'heure que la durée de vie des contrats, on est dans de l'assurance long terme. Et ce long terme, il y a nécessité de besoin d'accompagnement. On y reviendra certainement, mais en gros, il y a deux scénarios possibles. À aujourd'hui, deux scénarios possibles. Oui, absolument. Ça passe ou ça passe pas, en fait. Ça passe ou ça passe pas. Et c'est pour ça que c'est un peu ridicule, parce qu'on n'est pas dans un arbitrage binaire. Derrière ce dispositif de rémunération, il y a des pans entiers de professionnalisation, de professionnalisme, d'accompagnement, de compétences. Pourquoi aujourd'hui on voudrait priver le consommateur d'avoir accès à tous ces éléments qui lui permettront à un moment donné de faire le choix qu'il sera bien sûr seul à faire de son choix d'épargne et son orientation d'épargne. Quentin Guérino, merci d'être sur ce plateau à nouveau. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser aux agents généraux, leurs collaborateurs qui nous regardent, le rôle du Trésor dans un premier temps, et puis quels sont les enjeux des réglementations à venir, et peut-être un complément sur ce marché de l'assurance vie? Bien sûr, merci beaucoup déjà de m'accueillir. C'est toujours une occasion pour la Direction générale du Trésor d'expliquer un peu ce qu'on fait. Donc la Direction générale du Trésor, dans le détail, c'est la direction qui est chargée de proposer et de conduire la politique économique. Et pour ce qui concerne le service du financement de l'économie, donc celui auquel j'appartiens, c'est le service en charge de la réglementation et de la régulation du secteur financier, donc notamment pour ce qui me concerne des assurances, des assureurs et des intermédiaires d'assurance. Et dans le détail, notamment dans la réglementation européenne, puisque c'est de ça qu'on parle pour l'heure, c'est de tenir la chaise de la France dans les discussions qui ont lieu au Conseil, c'est-à-dire le Conseil qui rassemble les États membres européens pour arriver à une position consensuelle des États membres sur les propositions que la Commission peut faire en matière de régulation financière. Donc c'est nous qui négocions pour le compte de la France au Conseil sur ces réglementations. D'accord. Donc c'est ça notre rôle, avec, et ça c'est dans le nom du service du financement de l'économie, avec toujours un équilibre à trouver entre la stabilité financière, la protection du consommateur et puis le financement de nos entreprises. Mais on y reviendra, je pense, dans les discussions qu'on aura sur la stratégie retail de la Commission. Et sur les enjeux donc maintenant de la réglementation, ou des réglementations à venir plutôt? Je pense qu'au niveau européen, en tout cas, c'est bien de faire un petit pas en arrière, puisque toutes les réglementations qu'on discute en ce moment, et notamment sur le secteur de l'assurance, sont des réglementations qui s'inscrivent dans le chantier européen de l'Union des marchés de capitaux, qui est un chantier qui a été lancé par la Commission et dont l'un des objectifs, c'est de canaliser l'épargne, notamment privée, vers le financement de notre économie européenne. C'est là-dessus qu'on se fonde, par exemple, dans la discussion sur la solvabilité 2 qu'on peut avoir, dans la discussion qu'on peut avoir sur la réglementation sur les fonds européens, etc. Et c'est aussi sur cette base-là, et c'est très important de le comprendre, et on pourra rentrer peut-être plus dans le détail ensuite, c'est aussi là-dessus que se fonde la Commission européenne pour proposer sa stratégie d'investissement retail en disant, nous, on veut lever les barrières à l'investissement des ménages dans l'économie européenne. On verra que ce n'est pas forcément ce que fait la proposition qui est aujourd'hui sur la table, mais en tout cas, c'est ça l'objectif. Donc,
c'est une des réglementations qui appartient à ce chantier important au niveau européen, qui n'est pas nouvelle, puisque les travaux ont commencé à l'été 2021, côté Commission. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour lever ces barrières, la Commission veut s'attaquer notamment au niveau des frais, en se disant les gens vont investir davantage s'ils payent moins de frais. Elle veut s'intéresser aussi au Conseil. Est-ce que le Conseil permet d'inciter les gens qui en ont les moyens et qui en ont l'horizon de temps à investir dans notre économie? Et ça, c'est des questions qui se sont posées. Quel est aussi le niveau d'information qu'on peut donner aux clients? Quelle est l'éducation financière qu'on peut faire en Europe pour inciter les personnes qui ont les moyens à aller sur les produits plus risqués? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont ouvertes aujourd'hui, avec évidemment, je pense qu'on en parlera, on a un focus sur le côté commission, rétrocession, qui est la mesure phare que compte proposer la Commission européenne. Mais c'est bien tout cet ensemble-là sur lequel elle souhaite travailler. Alors justement, quelle est la position du Trésor sur le souhait de la commissaire européenne McGuinness? Pascal Chaplon a un petit peu évoqué, on y reviendra cependant sur la position d'AGA. Quelle est la position du Trésor aujourd'hui? Alors, peut-être simplement pour revenir d'abord sur les raisons qui font que la Commission européenne compte proposer cette interdiction du commissionnement. Ça part de deux constats et qui sont notamment issus de l'étude Kantar que j'imagine vous connaissez tous. C'est qu'on s'aperçoit que les produits qui sont dépourvus de rétrocession, ou pour lesquels les rétrocessions ou les commissions sont les plus faibles, sont les produits les moins distribués. Donc on tire une conclusion sur le fait que les produits qui sont distribués le sont en raison de l'existence de commissionnement. Et ça, on verra que c'est quelque chose qu'on peut contester. Et puis aussi un écart qui est observé, et qui est issu aussi de l'étude Kantar, entre les frais qui sont facturés dans les pays qui ont banni les commissions, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, par rapport à des pays qui fonctionnent sur ce système de commissionnement, comme nous, les Allemands, les Italiens, ça a été rappelé. Nous, évidemment, notre écosystème français, il est spécifique. Non pas si spécifique que ça, puisque d'autres pays ont un peu le même, mais il est très fondé sur le commissionnement. Les rémunérations de réseaux d'intermédiaires sont fondées sur le commissionnement, les rémunérations ensuite des producteurs sont basées sur le rétro-commissionnement via les fournisseurs. Donc on a un système qui fonctionne beaucoup là-dessus. Notre maillage territorial, il est très important pour nous, puisque en France, on a rendu le devoir de conseil obligatoire. On est très attentif à ce que les clients, les épargnants puissent avoir accès à un conseil de qualité. Et il est spécifique aussi un petit peu à la France. Des pays comme les Pays-Bas n'ont pas du tout le même maillage territorial et donc ils ont moins cette sensibilité à l'impact que peut avoir sur des réseaux de distribution l'interdiction du commissionnement qui aujourd'hui sont massivement rémunérés par ce biais. Donc ça, c'est évidemment un sujet qu'on veut protéger. On veut protéger la proximité du conseil avec les consommateurs. La qualité du conseil aussi, la qualité du conseil, on en parlera probablement plus tard. Mais en ayant en tête quand même que dans la discussion européenne qu'on va avoir, la Commission européenne, ça ne va pas être sa priorité que de protéger le maillage territorial. Donc il faut aussi qu'on trouve d'autres sujets sur lesquels s'accrocher. Et là, on a un argument qui nous semble très important dans cette opposition qu'on peut avoir à l'interdiction des commissions, c'est que ça ne nous semble pas totalement aller non plus dans l'intérêt du client. C'est-à-dire que quand on regarde nos voisins européens, et notamment ceux qui ont interdit le commissionnement, et j'imagine que d'autres vont l'évoquer, mais il y a notamment le rapport de la FCA côté Royaume-Uni, qui montre quand même que à la fois le conseil a disparu, enfin quasiment disparu, c'est-à-dire que très peu des épargnants ont accès au conseil à présent, puisque par honoraire, ils n'ont pas tendance à y faire appel, en particulier les épargnants qui ont le moins à épargner, notamment les gens qui sont en dessous de 10 000 pounds. C'est très clair qu'aujourd'hui il y a un advice gap, comme on dit, c'est-à-dire une absence de conseil pour ces épargnants-là. Et en parallèle, on se rend compte que les épargnants qui ont accès au conseil investissent plutôt plus dans l'économie que ceux qui n'y ont pas accès. Et donc, il nous semble que non seulement c'est pas très protecteur de l'épargnant parce qu'on lui donne plus accès au conseil, et donc notamment les petits épargnants n'auront plus le droit d'investir dans des produits qui ont du rendement, mais en plus, c'est plutôt nocif pour le financement de l'économie. Et comme on le disait tout à l'heure, dans un chantier qui est l'Union des marchés de capitaux, et où tout l'objectif de la proposition, c'est de canaliser l'investissement des particuliers vers l'économie européenne, on voit que ce type de proposition peut faire l'inverse en réalité. Et là-dessus, on a un chiffre qui est celui de la FCA, qui est dans son rapport. 49% des épargnants qui n'ont pas reçu de conseil, finalement, n'investissent pas dans l'économie, contre seulement 25% de ceux qui ont reçu du conseil. Donc on voit qu'il y a un impact du conseil sur la capacité d'investissement dans l'économie, et à la fin, c'est quand même la croissance européenne et le financement de nos entreprises qui est en jeu. Donc c'est une des raisons aussi, et qui est peut-être qui marquera plus la Commission, pour lesquelles on veut travailler à des mesures plutôt alternatives qu'à cette interdiction des commissions qui nous semble trop brutale, et c'est ce qui a été aussi rappelé par notre directeur général lors de l'ECOFIN en début d'année. Et je pense qu'on a porté une position publique très forte qui aujourd'hui fait que dans les discussions européennes, on verra ce qui est proposé en mai, mais on est ici placé comme opposant avec d'autres à cette proposition. Donc votre position, elle est ferme, elle est claire.
Benjamin Proux, la position d'AGA, Pascal Chaplon l'a déjà un petit peu dressé, évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la position d'AGA, sur ces propositions de la commissaire européenne? La position d'AGA, elle est claire, elle est partagée. On partage celle que Quentin a évoquée. Si on redescend un petit peu plus finement sur nos sujets, sur nos arguments, on est aujourd'hui sur un devoir de conseil accentué, puisqu'aujourd'hui on a une réglementation qui est quand même assez lourde, et c'est tant mieux, puisqu'on ne peut que se satisfaire de cette réglementation, ce qui a assaini le marché de nos réseaux de distribution. Mais aussi on a cette question de conflit d'intérêts qui pour nous est un non-sens, est un non-sujet. Nous avons un seul fournisseur, nous avons un seul mandat, et effectivement on ne peut pas avoir de conflit d'intérêts. Donc c'est en cela qu'AGA confirme le fait que toute l'argumentation de Madame McGuinness est sûrement extrêmement intéressante, mais elle ne peut pas s'appliquer au système et au marché français, alors même s'il est transposé dans d'autres pays. Quentin a aussi signalé qu'on avait une implantation sur le terrain, qui est de proximité, qui est excessivement bien reconnue, et les clients nous reconnaissent. Si je veux continuer à donner quelques chiffres que j'ai récoltés, on a 70% des épargnants qui se disent être satisfaits et être en toute confiance lorsqu'ils épargnent. C'est quand même un chiffre qui est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, épargner, ça reste anxiogène pour les Français. L'assurance est quelque chose de très compliqué à appréhender. On n'a pas aujourd'hui, à notre connaissance chez AGA, de réclamation particulière dans nos réseaux d'agents. Je pense que s'il y avait eu depuis un certain nombre d'années, ça se serait, on l'aurait eu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi un système excessivement bien encadré, réglementé, avec aujourd'hui une chaîne de distribution qui est assainie, faut se le dire. Donc, voilà, AGA partage cette position, et je pense que Pascal peut... Pascal, vous voulez compléter ce que vous disiez tout à l'heure ou ce que vient de dire Benjamin? Mais je suis bien évidemment en phase avec la présentation de Quentin ou de Benjamin. Aujourd'hui, AGA, notre modèle de distribution, effectivement, il est construit autour des commissions, mais je crois que c'est un peu réducteur de ne parler que de la commission. On va y venir. Parce qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est l'accompagnement d'un client. Et comme on le précisait tout à l'heure, quand vous avez un client qui, au fur et à mesure de ses moments de vie, va être amené à épargner, à investir, à vendre, la qualité du conseil, elle est là. La connaissance de notre client est là. Aujourd'hui, les clients que l'on suit, on les suit régulièrement dans leurs différents moments de vie, avec une parfaite connaissance de leur situation personnelle. Transposer la seule qualité du choix de l'assurance vie à travers une application sur un iPhone, je crois que c'est un peu réducteur. Et je ne suis pas sûr qu'on mesure derrière ce que l'on va remettre en cause. Alors, on va revenir sur les effets ou les conséquences en fait de cette éventuelle réglementation. Vous évoquiez, Quentin Guérineau, certains pays européens tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres exemples pour voir comment se situe l'ensemble des pays européens par rapport à cette position de Mrs. McGuinness? Oui, bien sûr. On a eu de premières réunions au niveau européen sur le sujet de la Retail Strategy, puisque la Commission a commencé à organiser des groupes de travail entre les différents États membres pour recueillir aussi nos avis en amont de la présentation de la stratégie en mai. Donc on a eu déjà ces échanges avec beaucoup d'États membres. On a quand même un certain nombre d'États membres, une majorité même, qui aujourd'hui est opposée à l'interdiction. Une grande majorité ou une majorité très large, oui. Très large. Mais il faut rappeler quand même que c'est la Commission qui a l'initiative en matière réglementaire en Europe. Donc malgré cela, on ne connaît pas non plus la position du Parlement européen. Je pense que c'est un point important à avoir Bien sûr. Donc oui, il y a une majorité d'États membres, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Autriche, on peut en citer beaucoup, qui aujourd'hui sont opposés à l'interdiction des commissions. Mais il y en a une partie aussi, et c'est un point qu'il faudra qu'on évoque, qui reconnaissent que le commissionnement qui n'est pas en lui-même porteur de conflit d'intérêt, mais peut conduire à l'existence de conflit d'intérêt et demande des mesures ambitieuses de ce point de vue-là. Donc on l'évoquera probablement plus tard, mais au-delà de l'opposition à l'interdiction de commissionnement, parce que ça c'est un modèle de rémunération qui entretient des réseaux, et donc on ne peut pas se permettre de le supprimer comme ça, il faut aussi qu'on réfléchisse à des mesures alternatives qui permettent à la fois
de régler les problèmes qui sont identifiés par un certain nombre d'États membres, et puis de faire accepter un équilibre politique à la Commission européenne qui aujourd'hui propose une interdiction et ne se contentera pas de rien en échange de l'absence de l'interdiction. Donc il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Et donc vous êtes en train de travailler dessus, c'est ça, sur ces scénarios alternatifs ? Bien sûr, oui, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on travaille, en animant aussi la place parisienne notamment et française pour travailler à ces possibilités de soit régler certains types de rémunérations qui peuvent poser problème, regarder quand les rémunérations peuvent être un peu incitatives pour ou contre un certain produit similaire à d'autres, voir comment on peut régler aussi ces sujets-là. Et donc oui, on travaille à des options alternatives parce qu'il faudra le faire, non seulement parce que nos alliés le demandent, côté européen, et aussi parce que la Commission européenne ne se contentera pas simplement d'abandonner son projet. Je crois que ça, c'est un scénario qui ne peut pas exister, et donc il faut bien qu'on travaille à cela. On va revenir au commissionnement et au conflit d'intérêts, mais avant une petite question, je voudrais revenir sur le devoir de conseil qu'on a évoqué. Vous avez évoqué un terme tout à l'heure, Pascal Chaplon, pas de low cost, pas de conseil low cost. C'est ça une des conséquences potentielles de cette décision éventuelle ? C'est sûr qu'aujourd'hui, cette décision conduira implicitement à avoir ou un conseil low cost ou pas de conseil. Ou pas de conseil. C'est-à-dire que Corentin a évoqué tout à l'heure un sujet très important, ça s'appelle l'éducation financière. Je pense sur lui que vous êtes épargnant. L'accès au marché d'épargne, c'est pas aussi simple que ça. Ça nécessite beaucoup d'explications. Ça nécessite de la pédagogie. Ça nécessite d'envisager, de mesurer l'ensemble des scénarios possibles pour votre investissement en fonction de la durée de votre investissement, en fonction de la disponibilité des fonds, en fonction de vos projets personnels. Toute cette notion de connaissance du marché, l'agent général va l'apporter à son client. Mais ça se fait en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant d'aller épargner, il y a cette discussion, cette connaissance du client, ce conseil. Donc si on fait disparaître cette partie-là, l'épargnant va se retrouver face à lui-même, à un outil numérisé quelconque on va lui poser 4 questions, ça va définir un profil, on va lui faire une proposition d'allocation. Si on est capable de se contenter de cette approche, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, très sincèrement, ce ne sont pas les attentes de nos clients. Les clients aujourd'hui attendent un accompagnement, même ne serait-ce que dans une période de rachat. Aujourd'hui, quand je vais racheter une partie de mon épargne, le client, il va interroger l'agent en disant « Je fais comment mon rachat ? Comment je monte ce rachat ? Dans quelles conditions ? Comment ? Est-ce que je fais une avance ? Est-ce que je rachète ? Est-ce que ça sera remboursable ?» Tous ces éléments-là, aujourd'hui, ils sont impératifs. Si on n'a pas cet échange avec l'intermédiaire, effectivement, on tombera dans un modèle low cost. Et je ne suis pas sûr qu'effectivement, le client, à un moment donné, prendra le risque d'aller investir, comme disait Benjamin tout à l'heure. Si je ne suis pas accompagné, il y a un peu de peur de l'investissement et je ne le ferai pas. Alors peut-être que je laisserai mon argent sur le livret A, effectivement. Tout simplement. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ? Est-ce que c'est comme ça qu'on trouvera l'argent dans le financement de l'économie européenne ? Je ne suis pas sûr non plus. Quentin Guérino, la direction générale du Trésor, je suppose, est sensible, vous l'avez un petit peu évoqué dans vos propos préalables, à cet accompagnement qualitatif, en fait, via, effectivement, les intermédiaires en général et en particulier les agents généraux. Oui, parce que c'est notamment nous qui, dans la transposition de DDA, avons rendu le devoir de conseil obligatoire en France. Nous, on est évidemment très attachés, et pour les raisons que Pascal a évoquées, je pense qu'on est très attachés à ce devoir de conseil, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'oppose bien sûr à l'interdiction du commissionnement, parce qu'on pense qu'il ne faut pas faire disparaître le conseil. Il y a une importance de l'accompagnement, notamment au regard de l'éducation financière. Il y a une importance de l'accompagnement de proximité, dans lequel les agents généraux ont un rôle clé. Donc pour nous, il faut travailler sur ce devoir de conseil. Ensuite, et ça fait partie des propositions alternatives, au-delà de l'impact qu'aurait une interdiction, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le devoir de conseil en l'absence d'interdiction des commissionnements. Oui. Et ça, c'est un sujet sur lequel on veut travailler. On est déjà engagé dans cette voie en France, puisque, vous le savez, le CCSF, le Comité consultatif du secteur financier, est en train d'arriver à un compromis sur une orientation sur les négociations en cours, dans lequel il sera probablement évoqué le sujet de l'amélioration du devoir de conseil, de voir comment on fait
pour conseiller dans la durée, prendre mieux en compte les préférences des clients, etc. Et ça, c'est un sujet qu'on veut travailler parce que c'est aussi la valeur qu'on apporte aux clients. On pense en France, et c'est au réseau de la portée, mais on pense qu'on peut améliorer ça pour que le client ait vraiment l'impression que les commissions qui payent indirectement servent à lui fournir un service de qualité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler, et c'est quelque chose qu'on va proposer à la commission, travailler sur ce conseil. Et puis il y a un deuxième point qui est le projet de recommandation que prépare la CPR aussi sur la DDA. Je pense qu'il faut évoquer et qui sera aussi très utile dans le cadre de ces négociations pour montrer qu'on fait des choses au niveau français pour lutter contre les conflits d'intérêts, améliorer la qualité du conseil. Donc je pense que entre le CCSF, la recommandation de la CPR, c'est des choses qui font partie un peu de notre arsenal de négociation. C'est-à-dire, vous voyez, le cadre actuel permet de faire des choses quand même pour lutter contre les conflits d'intérêts réels ou supposés et améliorer le conseil. On va parler de conflits d'intérêts, on passera dans quelques minutes sur le terrain spécifiquement français, sur un projet de loi. Benjamin, tu voulais rajouter? Benjamin, vous vouliez compléter? Je peux que confirmer ce que dit Quentin sur la formation et sur l'éducation financière. Parce que, effectivement, je pense que ça passe par là. Et c'est important d'éduquer nos clients à la finance. Si on voit que la collecte sur le livret A cette année atteint un niveau record, est-ce que c'est satisfaisant? Je pense qu'il faut qu'on se pose de réelles questions, nous, réseau de distribution de proximité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la formation des réseaux. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque on est chez AGA convaincu que ce marché est porteur. Et même si le train est déjà en train de passer, je pense qu'on va pouvoir le prendre en marche. Donc ça passe par la formation des réseaux, l'information et la culture financière, quelque chose d'assez complexe. On l'a vu, juste un exemple, Jean-Luc, pendant le Covid, je ne sais pas si ChatGPT aurait pu réagir d'une manière assez cohérente au moment du Covid, parce qu'on était présent sur le terrain tous les jours, du 15 mars 2020 à plus, pour justement expliquer à nos clients qui étaient très inquiets, et c'est logique, face à cette situation, pour pouvoir les rassurer et pour pouvoir leur donner des stratégies d'investissement par rapport à leurs projets. Donc, c'est vraiment... Et je pense que cette période a été intéressante, puisqu'on n'a jamais eu autant de collectes en 2020, et notamment sur l'assurance vie. Voilà, ça c'est quand même... On est quand même sur un marché qui est très organisé. Déjà très organisé et très concurrentiel, comme vous le disiez en introduction de cette émission. Commissionnement et conflit d'intérêts. Mais comment peut-on juxtaposer ces deux termes? Qu'est-ce que ça peut inspirer, Pascal Chaplon, comme réflexion ou comme... Vous savez, je crois que le plus simple, c'est de poser question aux unions de consommateurs. Ouais. C'est ce qu'on a fait. On s'est rapproché de UFC Que Choisir en leur disant il semblerait que on a été reçus formidablement bien par nos interlocuteurs qui nous ont ouvert leurs livres en disant voilà, sur 100 000 demandes par an mettant en cause l'assurance. Pardon, Pascal, 100 000 courriers d'assurés voilà, à l'UFC Que Choisir. À l'UFC Que Choisir. Il y en a... Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Sur 100 000 ouvertures de conflits potentiels, on en identifie réellement 7 000 liés à l'assurance en tant que telle. D'accord. Ok. Sur ces 7 000, il y en a 4 000 qui concernent l'assurance dommage, l'assurance habitation, l'assurance auto, et 3 000 concernant l'assurance de personnes. 100 000, 3 000. On est redescendu à 3 000. Et sur ces 7 000, donc qui sont ces 7 000 identifiés liés à l'assurance, aucun ne met en cause un agent général. Aucun. Alors, après, il y a des questionnements. Ces questionnements sont une bonne compréhension de la rémunération. On rejoint ce qu'on disait, est-ce que, en matière d'explication, comment je suis rémunéré, à quoi sert ma rémunération, est-ce qu'on va assez loin? Là, effectivement, peut-être qu'il y a des choses à faire. Est-ce que l'agent général peut fixer librement le montant de sa commission? La réponse est non, bien évidemment, puisqu'il a un mandat, tout est encadré. S'il était à l'honoraire, la chose serait complètement différente. Est-ce qu'il y a des différences de rémunération entre deux agents d'un même réseau? La réponse est non, puisque aujourd'hui, le traité de nomination d'un agent Swiss Life, qu'il soit à Charleville-Mézières ou qu'il soit à Nice, c'est le même.
Et puis, il y a l'explication de comment se passe la rémunération via les courtiers. Et là, il y a effectivement un certain nombre d'explications où on rentre dans le dispositif des honoraires. Donc voilà les questions qui sont principalement posées à l'EFC Que Choisir sur ce sujet de l'assurance de personnes. Mais c'est essentiellement du questionnement, de la vérification, aucune mise en cause d'un agent général. C'est clair. Il me semble que c'est un signal important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'organisation de la traçabilité, l'organisation de notre conseil est déjà structurée. Et effectivement, un certain nombre de choses ont déjà été faites autour de ce texte. Qu'il faille aller un peu plus loin, moi je pense que là-dessus, on ne peut être que d'accord sur cette approche en disant j'explique à mon client à quoi sert ma commission, à quoi sert ma rémunération. C'est sûr que si je suis rémunéré à l'honoraire, chaque fois qu'on va avoir un contact, je vais faire une facture. C'est pas mon fonctionnement en tant qu'agent général. Le client peut... D'ailleurs, on le voit en ce moment avec les événements géopolitiques. On a un certain nombre de clients qui très régulièrement nous appellent en disant voilà, mes supports par rapport à la guerre en Ukraine, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'arbitre? Je ne prends pas de commission chaque fois que je réponds à mon client. Par contre, je vais l'accompagner. Et je vais l'accompagner tout le long de la vie de son contrat. Et me semble-t-il, on protège cet accompagnement client dans une qualité de conseil qui par les instituts de consommateurs, les unions de consommateurs sont plutôt confirmées. Donc, qui sont confirmés sur un sujet assez important. Voilà. Quentin, je crois que vous vouliez poser peut-être une question, vous m'avez fait un petit signe. Oui, en effet, je pense que sur la question du commissionnement et des conflits d'intérêts, il faut bien comprendre que la commission, elle vise des cas qui sont spécifiques et des pratiques qui peuvent interroger et sur lesquelles je pense c'est ce qu'on demande à l'ensemble de la place. On est très intéressé d'avoir la vision que vous portez. Je pense à plusieurs pratiques, notamment, vous savez que dans DDA, il y a une obligation que les modèles de rémunération, les structures de rémunération ne biaisent pas le conseil qui est donné au client et font que l'intermédiaire agit toujours dans son intérêt. Et la commission, elle vise notamment des pratiques qui peuvent exister où un distributeur a plusieurs produits similaires à vendre, et puis il y en a un qui paye peut-être plus de commissions qu'un autre. Les produits sont similaires et il peut tenter, c'est vrai, de conseiller au client de prendre le produit qui rapporte le plus en commission et donc d'avoir un comportement qui est de proposer le produit qui est le plus commissionné plutôt que le produit qui est le meilleur pour le client. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est visé par la commission. Et donc c'est une question que vous voulez poser très transparent là-dessus. Voilà. Est-ce que ça existe dans les réseaux d'agents généraux? Il me semble que c'est pas forcément les réseaux qui sont les plus touchés par ce type de pratique, mais je vous laisse me dire. Et puis un deuxième type qui peut exister, c'est les rémunérations qui sont très incitatives à la vente. Et je pense notamment, par exemple, à des choses comme l'avance sur le précompte ou des choses comme ça, qui peuvent aussi poser question dans le sens où on peut aboutir à des ventes très volontaires du point de vue de l'intermédiaire et moins du client. Et je pense que c'est ces pratiques-là, et là je me fais l'avocat dire, mais c'est ces pratiques-là que vise la commission aujourd'hui. Et donc je serais très intéressé d'avoir votre retour sur l'existence de ces pratiques et comment les gérer. Okay. Pascal, Benjamin? Sur la partie commission, en disant je vais aller essayer de vendre le produit le mieux rémunéré, ça c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, mon traité de nomination me garantit un commissionnement par branche. Donc tout ce qui rentre dans la branche vie, mon taux de commission, il est fixé et il restera fixe et ne bougera pas. Pour les agents généraux, c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Effectivement, si je suis courtier, j'ai une panoplie et j'ai un accès à un certain nombre de choses. Mais en tant qu'agent, je vends un produit vie. Ce produit vie, dans mon mandat, il a un taux de commission attaché et je toucherai ce taux de commission. Donc il n'y a pas de risque sur ce point de dérapage en matière de rémunération d'un produit plus ou moins commissionné par rapport au client. Sur la partie des incitatifs, Benjamin? On a fait le tour et on est en train de faire le tour chez AGA des 15 réseaux de distribution et du système de commissionnement, savoir si on est DDA ou plus ou moins DDA. On ne soulève pas de sujets majeurs ou d'anomalies. Moi, ce que je voudrais répondre à ça, c'est pas forcément répondre, c'est une réflexion que j'ai avec un certain nombre de collègues. On a quand même aujourd'hui des agents généraux qui sont responsables et qui ont l'intention de préserver leur patrimoine, c'est-à-dire leur agence. La bâtonnite, je pense qu'elle est un peu révolue.
Et aujourd'hui, C'est quoi la bâtonnite? La bâtonnite, c'est c'est le mois du blanc, le mois du rouge. D'accord. Ok, excusez-moi. J'ai besoin de cette précision. On a des concurrents dans d'autres réseaux qui sont assez bons sur ce sujet-là. On a quand même aujourd'hui des agents généraux qui sont responsables. Et on entend de plus en plus d'agents généraux refuser un certain nombre d'offres proposées par les compagnies qui pourraient effectivement être incitatives. Sans nommer d'offres récentes ou de près ou de loin. Moi qui suis aussi représentant d'un certain nombre d'agents, j'ai beaucoup d'agents généraux qui me disent ça va pas aller pour mon client, ça va pas aller. Comme le disait Pascal, on a des durées moyennes de détention de contrats ou du moins de clients qui sont très longues. Alors le marché en assurance vie, je parle de marché d'une manière générale, 12 ans, c'est une moyenne marché. Il semblerait que nous on soit plus sur une moyenne de 18 à 20 ans, et ça se vérifie dans nos portefeuilles. Donc si vous voulez, nous, le conflit on n'a pas forcément envie de le gérer, et on essaye, et je pense qu'on y arrive aujourd'hui, puisqu'on commence à avoir un certain recul par rapport à ça. On essaye de sélectionner en amont l'offre qui va le mieux correspondre, l'offre et le support qui va le mieux correspondre à notre client. On est dans une relation longue. Et on est dans une relation très longue. L'éducation financière, et j'insiste là-dessus, est extrêmement importante. On l'a vu, les cycles financiers sont complètement mis à plat depuis un certain nombre d'années, depuis les années 2000. Voilà, on a des crises cycliques qui sont successives et complètement inopinées. Voilà, les modèles qu'on connaissait auparavant n'existent beaucoup moins. Et donc c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui, nous, d'avoir des produits qui soient extrêmement souples, extrêmement malléables, et surtout avec des clients et un retour client qui soit correct et des rendements corrects, puisque aujourd'hui avec l'information, et ça c'est extrêmement important, l'information financière que les clients peuvent avoir au jour le jour, voilà, on ne peut plus raconter n'importe quoi à nos clients. La transparence dont on parlera peut-être est extrêmement importante, et justement sur la rémunération aujourd'hui, voilà, on n'a plus de sujets, on a de moins en moins de sujets par rapport à la transparence, puisqu'elle apparaît aujourd'hui dans les systèmes d'information de nos compagnies, et elle apparaît aujourd'hui sur un certain nombre de relevés de situation. Donc c'est vrai que voilà, on a eu des questions, et on a toujours des questions, ce qui est logique, et on y répond, mais on explique justement ce qu'on vient d'évoquer sur notre proximité, notre conseil. Quentin Guérino, j'espère que vous avez eu la réponse que vous attendiez, qu'elle vous satisfait. La transparence, vous l'avez évoqué, Benjamin Proux. Je pense que c'est aussi un élément clé du dispositif. Qu'est-ce que vous vouliez en dire, Quentin, sur ce sujet, par exemple ? Oui, nous, la transparence, on est toujours pour, tout le monde est pour la transparence. Simplement, dans la négociation qui s'ouvre, je pense qu'il faut qu'on soit très clair sur un point, c'est que, parce que bon, évidemment, quand on demande à la place française quelles sont les contre-propositions qu'on pourrait formuler à l'interdiction du commissionnement, on nous répond plus de transparence, il n'y a pas de difficulté. Il faut être clair sur un point, c'est que la transparence, ça ne suffira pas à la Commission européenne. Je crois que la commissaire l'a dit très clairement à Markus Ferber, notamment, le député européen allemand. La Commission ne se satisfera pas de plus de transparence pour retirer son projet d'interdiction du commissionnement. Elle ne se satisfera pas de ça, et donc il faut qu'on travaille à des mesures alternatives un peu plus ambitieuses. Ce que vous évoquiez tout à l'heure. Notamment l'amélioration du Conseil, mais aussi ce sujet de conflit d'intérêts, il va falloir qu'on le règle, puisque vous disiez qu'aujourd'hui, il y a des propositions qui peuvent être un peu moins DDA, ou plus ou moins DDA, comme vous avez dit, qui sont faites aux agents généraux qui les refusent. Très bien, mais l'objectif, ça pourrait être que la réglementation européenne ne permette pas de faire ces propositions, davantage que de compter sur les bonnes volontés des uns et des autres. Et donc, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Donc, c'est vraiment amélioration du Conseil, gestion des conflits d'intérêts. Comment on fait pour qu'il ne soit plus possible d'avoir des produits sur lesquels il peut y avoir des conflits d'intérêts. Évidemment, amélioration aussi du service général de nos clients, la value for money, comme on dit au niveau européen. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, il y a de la transparence. Mais penser que la transparence seule conviendra à la Commission européenne pour retirer son projet, parce que je rappelle qu'elle est la seule à avoir l'initiative réglementaire en Europe, ne suffira pas. C'est certain que ça ne suffira pas. Et donc, il faut qu'on travaille vraiment davantage sur des propositions alternatives. Pascal Chaplon, vous vouliez... intervenir sur cette notion de transparence. On ne peut être que d'accord sur cette analyse. Lorsque le sujet de la transparence s'est posé à travers le sujet des frais PER, par exemple, nous avons instantanément accepté de signer un accord sur la transparence des frais PER. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus.
La seule condition pour moi importante, c'est qu'à partir du moment où on parle de transparence pour tout le monde et pour tous les acteurs. C'est clair, ça mérite d'être clair. Benjamin ? Je peux que confirmer. Je peux que confirmer. Mon président. Donc oui, mais pour tout le monde, quoi, hein, en synthèse. Ça mérite d'être clair. Alors, il nous reste que quelques minutes, mais on va repasser sur le territoire. On était plutôt sur la dimension européenne. On va parler de réglementation sur le territoire français. Le projet de loi de Jean-François Husson. Alors, Benjamin l'a rappelé, hein, le marché est ultra concurrentiel. Le marché de l'assurance vie est ultra concurrentiel. Mais il est quand même important de parler de ce projet de loi de Jean-François Husson, sénateur de la Meurthe-et-Moselle, rapporteur général de la Commission des finances et co-auteur d'un projet de loi sur l'épargne, de protection des épargnants, plus spécifiquement, qui aurait, là encore, c'est pas moi qui le dis, pour vocation d'ouvrir le marché, de donner plus de liberté aux clients. Benjamin Pro, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la genèse ou un rappel de ce projet de loi appelé Husson, mais qui est co-rapporté, si je puis dire, avec le sénateur de Montgolfier également? C'est ça. Et ça, c'est encore vous qui l'avez dit. C'est encore moi qui l'ai dit cette fois-ci. Le principe, la proposition est simple. C'est une proposition de pouvoir transférer ces contrats d'assurance vie au-delà de 8 ans de détention. En externe, hein. Les contrats internes, c'est déjà prévu par le pacte. Oui. D'accord. Externe et on ne sait pas si c'est... OK. Donc l'enjeu, il est quand même de taille, d'une taille importante, voire même très importante. Et c'est vrai que, au-delà du fait qu'on veuille ouvrir justement ce marché, même si c'est, encore une fois, on le répète, un marché qui est déjà extrêmement concurrentiel et sur lequel les épargnants versent aujourd'hui et épargnent volontairement. Voilà, les enjeux sont importants. Nous, on ne peut que rappeler les conséquences sur les structures des produits, structure des contrats, sur les durées moyennes de conseil. Encore une fois, on va revenir sur cette histoire de conseil. Aujourd'hui, on n'est pas à conseiller un contrat d'assurance vie sur 8 ans. On a fort heureusement, hein, puisque sinon, il faudrait revoir. Donc, voilà, on a toute la structure financière, organisationnelle, actuarielle. Il faudrait revoir toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il faudra quand même revoir avec les pouvoirs publics et bien redéfinir les objectifs qui, à mon sens, sont quand même à déterminer, on va dire. Et si on veut parler des compagnies et des asset managers, là aussi... il faudrait ajuster, revoir complètement le modèle économique. Moi, à mon sens, d'une manière très personnelle, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais eu de demande spontanée de transfert à l'extérieur d'une compagnie de clients. Aujourd'hui, les Français sont assez avertis par rapport à ça et connaissent aujourd'hui les enjeux. Bon, je laisse peut-être... Bon, le Sénat a adopté cette loi le 31 janvier 2023. Hein. On rappelle que les transferts de contrats au sein d'une même compagnie sont déjà possibles et qu'il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs en masse par rapport à l'ensemble des transactions. Vous pourrez nous le dire éventuellement. Pascal Chaplon, donc cette loi a été votée par le Sénat. Qu'est-ce que cela implique côté AGA? Quelle est la position de la Fédération sur ce sujet? Qu'est-ce que ça implique? C'est une révolution forte du modèle, du marché. On peut avoir... moi, je suis toujours respectueux des grandes idées très louables. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est une demande des clients? Est-ce que ça répond à une attente? Là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, nos clients soient dans cette volonté de changement. Comme on l'a dit, la durée de vie d'un contrat, c'est entre 15 et 18 ans. Pour les agents généraux. Pour les agents généraux. Moi, je n'ai pas non plus rencontré de cas de clients qui souhaitent déplacer leur épargne. Ce qui est simpliste, c'est de dire je vais transférer le contrat. Mais ce n'est pas le contrat que je transfère. C'est tout ce qui va autour pendant 15 ans. La connaissance du client, la connaissance des conseils qui ont été partagés, l'orientation des choix qui ont été faits de façon stratégique, tout ça c'est à transférer également. C'est un peu simpliste de dire
je transfère les provisions mathématiques d'un contrat. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, le contrat d'assurance vie, c'est la finalité d'un travail en amont fait avec des clients, fait avec une connaissance de ces clients un peu plus fine que le simple fait de dire je vais transférer un contrat d'assurance. On n'est pas sur un contrat MRH. Hein. Donc, c'était déjà dans les tuyaux depuis un certain nombre de temps. Benjamin Proulx, vous vouliez intervenir? Oui, ce que je peux rajouter, c'est qu'on oublie souvent que le contrat d'assurance vie, c'est quand même un outil patrimonial extrêmement important de transmission du patrimoine. On n'a jamais évoqué les questions de clauses bénéficiaires, notamment, qui sont aujourd'hui un vrai sujet et pour lesquelles on a un rôle de conseil extrêmement important et sur lesquels on travaille énormément. Ce que Pascal évoquait sur l'environnement client, on n'a pas parlé de la fiscalité, hein, qui est souvent changeante dans notre pays. C'est quand même un élément qui est extrêmement important. Aller transférer aujourd'hui un contrat d'assurance vie qui a déjà vécu un certain nombre de rachats ou d'avances avec des clauses bénéficiaires plus ou moins démembrées. Je ne pense pas techniquement, vous avez des doutes, être en mesure de récupérer le transfert de ce genre de contrat. Quentin Guérineau, quelle est la position de la Direction générale du Trésor sur ce projet de loi voté le 31 janvier dernier au Sénat et votre analyse de cette disposition? Déjà, je pense que c'est important de le dire, nous, on partage l'objectif affiché par la proposition de loi, hein, c'est-à-dire la protection des épargnants, c'est évidemment un... Le titre est... Voilà, okay. C'est un objectif général qu'on partage tout à fait. Ensuite, on est très attentif, effectivement, aux mesures, notamment la transférabilité externe, qui peuvent avoir un impact, des effets de bord importants, voire massifs, sur le marché, à la fois parce que ça peut avoir un impact très important sur les assureurs, tant en termes de solidité que de stabilité financière. Ils sont un peu vent debout, là, les assureurs, non? Oui, en effet, oui. Je pense qu'ils ne s'en sont pas cachés pendant la discussion. Ouais. Je pense que c'est aussi une crainte que peut partager la CPR sur la solidité et la stabilité financière. Et puis, le plus important, c'est qu'on n'est pas tout à fait convaincu sur la partie protection des épargnants, sur ce type de mesures, puisque... il faut le rappeler, aujourd'hui, le rendement, il dépend quand même de l'horizon d'investissement qu'on se donne, et que si les assureurs font face à des risques de rachat plus importants avant les 8 ans, notamment, ils vont avoir tendance à investir à moins long terme, et ça va se ressentir assez vite sur le taux qui est servi aux épargnants. Et donc, de ce point de vue-là, il faut faire attention parce que les mesures qui peuvent avoir l'air paraître consuméristes peuvent en fait se retourner contre les épargnants. Donc c'est un point d'attention pour nous, et je crois qu'on l'a exprimé, ça a été exprimé par la voix du ministre au Sénat. C'est quoi les prochaines étapes? Donc voté au Sénat le 31 janvier 2023. C'est quoi les prochaines étapes de ce projet de loi? Ça va vivre vous l'avez vu, un long fleuve tranquille ou vous l'avez vu, l'article 7 du coup a été validé au Sénat, voté au Sénat contre l'avis du gouvernement. Ensuite, naturellement, la PPL a vocation à aller à l'Assemblée nationale. Voilà. On n'a pas aujourd'hui d'informations sur sa mise à l'agenda, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais on verra, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Il peut y avoir une niche pour présenter le... On attend, je pense que les sujets en ce moment à l'Assemblée sont nombreux. Sont nombreux, me semble-t-il. Est-ce que ce sujet sera prioritaire aujourd'hui dans une niche parlementaire? Je ne prendrai pas de pari tout de suite. Donc on attend, on croise les doigts ou pas, je ne sais pas, ça dépend de quel côté on se pose, mais... Non, mais je pense que l'analyse du ministre a été parfaitement claire et lisible sur ce sujet. Autant je partage effectivement, comme Quentin, le titre. L'intitulé, en fait, de la protection des épargnants. Mais c'est évident, c'est évident. Tout ce qu'on a dit avant, on est complètement dans ce schéma. Après, de vouloir révolutionner le marché de l'assurance de personnes en disant je peux transférer dans tous les sens les contrats 3 fois ou 4 fois dans ma vie, je suis beaucoup plus réservé. Bon, on va avoir quelques petits mots de conclusion pour cette émission d'AGA TV. Alors, on voit s'accumuler en fait plusieurs hypothèses de nouvelles réglementations sur ce marché de l'assurance vie. On le rappelle, vous l'avez rappelé déjà, très porteur d'un point de vue général et pour les agents généraux en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure aux agents généraux qui nous regardent? On fait un dernier tour de table. Quentin, vous voulez
commencer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est vrai que pour nous qui visons l'amélioration du financement de l'économie par les épargnants, et compte tenu des chiffres qu'on a évoqués sur l'importance du conseil pour canaliser l'épargne vers le financement de l'économie, évidemment, nous, on cherche à préserver ce maillage territorial qui donne accès à tout le monde. Dont les agents sont un maillon essentiel. Évidemment, oui, j'allais y venir. Oui, c'est évidemment ce maillage territorial des agents qu'on cherche à préserver, à la fois en termes de proximité du conseil, pour pouvoir financer davantage d'économie puis offrir des meilleurs rendements aux épargnants. Et donc, c'est pour nous une priorité que de préserver ça dans les discussions, notamment européennes, et d'apporter aussi ce message dans l'enceinte européenne qui aujourd'hui n'a pas été franchement porté parce que les pays qui ont interdiction de commissionnement n'ont pas du tout les mêmes modèles que nous, territoriaux. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion à tous les agents généraux et leurs collaborateurs qui nous regardent? On peut leur dire que AGA va accélérer sur cette dynamique fort, et soyez-en rassurés, on a une équipe motivée pour le faire. On est en train d'effectuer un observatoire justement sur ce marché-là, et notamment sur les agents généraux spécialisés vie, avec des excellents retours et de très nombreux retours, ce qui laisse présager qu'effectivement il y a un fort développement. Voilà, on va continuer à donner de l'information, être attentif à tous ces sujets, puisqu'ils sont nombreux et variés. Et en tout cas, vous êtes ultra mobilisés, ça c'est le sentiment que l'on a. Pascal, pour terminer. On est dans une période un peu de gros temps. Oui, en tout cas, il y a de nombreux nuages et jusqu'à preuve du contraire, de mettre des grands coups de barre à droite ou à gauche, ça n'a jamais permis de garder le cap. Donc on va garder un peu de sérénité dans toutes ces discussions, on va garder notre calme, on va garder effectivement le cap qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de permettre aux agents généraux d'accéder à un grand nombre d'entre eux au marché de l'assurance de personnes, parce que c'est un marché porteur et qui est en fort développement. Et puis on va écouter les agents généraux qui sont des acteurs majeurs sur ce marché, et on livrera donc le résultat, comme l'exprimait Benjamin, le résultat de notre observatoire avant l'été, avec une vision encore plus fine du métier d'agent général spécialisé en assurance de personnes, comme on l'a fait l'année dernière sur le métier au sens large de l'agent général. Mais les agents généraux peuvent avoir confiance en AGA, on est effectivement mobilisé, on a la chance de pouvoir travailler de façon très sereine avec la direction du Trésor, avec les pouvoirs publics, et ça c'est un point, me semble-t-il, très important dans notre dispositif. Il faut qu'on se parle, il faut échanger, il faut qu'on partage nos expériences, et notre expérience terrain de toute façon sera irremplaçable. Et avec quelques éléments qualitatifs via cet observatoire. Absolument. Au début de l'été 2023, prochaine étape fin juin. Messieurs, merci de votre présence. Merci d'avoir participé à cette nouvelle émission d'AGA TV. Merci à tous les agents généraux et à tous leurs collaborateurs qui nous regardent. N'hésitez pas d'ailleurs à recommander cette émission à vos confrères. Elle repassera en replay sur la chaîne YouTube d'AGA, bien sûr, et sur ce site. À très bientôt.